Vous vous mariez avec un agent de sécurité? Ma mère a rué. 68 invitations. 0 réponse. Toute ma famille a boycotté mon mariage. J'ai descendu l'allée complètement seul. Puis mon téléphone a explosé après qu'un invité a publié un clic de 10 secondes. Et la légende est, son fiancé est. Je m'appelle Héloïse Moreau. J'ai 28 ans, et la veille de mon mariage, ma mère m'a laissé un message vocal à 23h43, « Héloïse, il n'est pas trop tard pour annuler. Ne nous fais pas cet affront. » Mon père m'avait déjà envoyé une lettre de 4 pages qualifiant mes choix d'incompatibles intellectuellement avec les valeurs de notre famille. J'ai écouté le message 3 fois avant d'accepter qu'elle ne viendrait pas. 68 invitations étaient parties du côté de ma famille. 0 réponse. Ma mère a envoyé un email groupé à tout le monde, nous ne pouvons, en bonne conscience, y assister. Leur raison? Mon fiancé travaillait la nuit comme agent de sécurité à l'hôpital. Pour eux, il n'était personne. Ils ignoraient que des inconnus l'arrêtaient dans la rue juste pour le remercier. Ils ne savaient pas pourquoi son téléphone sonnait à 2 heures du matin avec des voix paniquées et urgentes. Ils n'ont jamais demandé. Alors, le 14 septembre 2025, j'ai marché seul dans l'allée, 27 mètres après 34 chaises vides. 48 heures plus tard, un clip de 10 secondes de ma réception est devenu viral, et l'homme que ma famille appelait personne est devenu la seule personne dont tout le monde parlait. C'est là qu'ils ont compris ce qu'ils avaient fait. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Maintenant, laissez-moi vous ramener 14 mois en arrière, dans une salle d'attente d'hôpital à 2h17 du matin, où j'ai rencontré un homme en uniforme de sécurité qui allait tout changer. Le 19 février 2024. Salle d'urgence de l'hôpital Saint-Joseph de Lyon. Ma colocataire avait eu un accident de vélo. Rien de mortel, mais assez pour nous faire atterrir aux urgences à 2h du matin. J'étais assise dans cette salle d'attente depuis 3 heures, des chaises en vinyle vert, des lumières fluorescentes qui rendaient tout le monde à moitié mort, et une machine à café avec une pancarte hors service scotchée dessus. Je fixais mon téléphone, sans vraiment le voir, quand quelqu'un s'est arrêté devant moi. « Vous êtes là depuis 3 heures. Avez-vous mangé ?» J'ai levé les yeux. Un agent de sécurité, peut-être dans la trentaine, cheveux foncés, bottes usées, badge d'identification de l'hôpital accroché à sa ceinture mais tourné à l'envers pour que je ne puisse pas le lire. Son visage était fatigué, mais gentil. Le genre de fatigue qui vient du travail de nuit, pas d'un manque de sommeil. « Non, je n'ai pas mangé, » ai-je dit. « Les distributeurs sont en panne. Je vais vous chercher quelque chose à la salle du personnel. » Il est revenu 6 minutes plus tard avec un sandwich à la dinde encore emballé et une tasse de café en papier. « Merci, » ai-je dit. « Vous n'étiez pas obligé. On dirait que vous en aviez besoin. » Nous avons parlé pendant 6 ou 7 minutes. Il n'a pas dit grand-chose sur lui-même, seulement qu'il travaillait la nuit, principalement pour gérer les opérations et des choses connexes. Mais la façon dont il parlait était différente. Calme, précis, comme si chaque mot était choisi avec soin, comme s'il ne gaspillait pas d'énergie sur ce qui n'avait pas d'importance. « Vous aimez travailler la nuit ?» ai-je demandé. « C'est quand le travail compte le plus. » Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je n'ai pas demandé. Quand l'infirmière m'a finalement rappelé pour voir ma colocataire, je me suis levé. Il était toujours là, les mains dans les poches, observant les portes des urgences comme s'il surveillait quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Je suis Héloïse, » dis-je. « Maxime. » Une infirmière est passée devant nous, l'a vu, et a commencé à dire quelque chose. « Docteur. » Il l'a interrompu d'un seul regard, juste un coup d'œil. Elle s'est arrêtée à mi-phrase et a continué son chemin. J'ai remarqué, mais je n'ai pas compris. « Prenez soin de vous, » a dit Maxime. J'ai pensé que c'était la fin. Un inconnu gentil à l'hôpital à 2 heures du matin. Un de ces moments que l'on retient mais que l'on ne revisite jamais. 3 jours plus tard, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux et m'a demandé si je voulais prendre un café. Notre premier rendez-vous a eu lieu le 3 avril au marché des Enfants Rouges à 12h30. Il est arrivé à l'heure, vêtu d'un jean et d'une veste grise usée. Il avait toujours l'air fatigué, et je me demandais s'il avait travaillé la nuit précédente. Nous avons marché dans le marché, acheté des crêpes salées chez l'un des vendeurs, et nous nous sommes assis sur un banc près du stand de glace.
Il parlait de Paris comme quelqu'un qui aimait la ville mais n'avait jamais eu le temps d'en profiter. J'ai parlé de mon travail. Je travaillais dans l'édition académique. Rien de glamour, mais ça me plaisait. Vous travaillez autant, ai-je demandé quand il a dit qu'il ne sortait pas beaucoup pendant la journée. Quelque chose comme ça. Son téléphone a vibré 4 fois pendant le déjeuner. Il l'a vérifié une fois, a froncé les sourcils, a tapé quelque chose que je ne pouvais pas lire. C'était tout en chiffres et en abréviations, comme un jargon médical. Puis il l'a rangé et m'a accordé toute son attention. Désolé, dit-il. Ce n'est rien. Tout va bien? Oui, juste le travail. Encore 2 heures. Il a payé en espèces. Il n'a plus regardé son téléphone. Quand nous nous sommes dit au revoir, il a souri. Vraiment souri pour la première fois. Je peux vous revoir, a-t-il demandé. J'ai dit, oui. Nous sommes tombés amoureux lentement d'abord, puis d'un coup. Maxime travaillait des heures impossibles. Parfois, il disparaissait pendant 36 heures d'affilée. Des gardes de nuit, disait-il. Des urgences à gérer. Je n'ai pas insisté. Je supposais des opérations hospitalières, peut-être de la gestion, quelque chose qui le laissait en alerte. Il vivait simplement. Un studio dans le 13e arrondissement, presque pas de meubles, des livres partout, surtout des manuels et des revues de médecine. Je lui ai demandé à ce sujet une fois. Juste intéressé par des trucs de santé, a-t-il dit. Vous lisez des journaux de chirurgie traumatologique pour le plaisir. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. En décembre 2024, nous étions ensemble depuis presque 10 mois. J'étais amoureuse, follement amoureuse d'un homme qui travaillait la nuit et lisait des protocoles chirurgicaux comme d'autres lisent des romans. Emménage avec moi, lui ai-je dit un soir en décembre. Il m'a regardé longtemps. Tu es sûr? Je ne suis pas souvent là. Je suis sûr. Il a emménagé avec un sac de sport, une pile de revues médicales et un beeper qui sonnait à des heures aléatoires et le faisait quitter l'appartement à 2 heures du matin sans explication. Je l'aimais pour ce qu'il était, calme, gentil, stable. Je n'ai jamais eu besoin de savoir exactement ce qu'il faisait. Je savais seulement qu'il était bon dans son travail. Ma famille se soucierait de ce qu'il faisait. Moi, non. Le 22 mars 2025, j'ai enfin parlé de Maxime à ma mère. Je vois quelqu'un, dis-je au téléphone. Oh, merveilleux, sa voix s'est éclaircie. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai hésité une seconde. Il travaille à la sécurité de l'hôpital Saint-Joseph de Lyon. Silence. La sécurité? Les opérations, a-t-elle répété lentement. Est-ce que c'est de la gestion? C'est du travail hospitalier, maman. Bien sûr. Je suis sûr qu'il est très dévoué. Ce ton. Je connaissais ce ton. C'était la même voix qu'elle utilisait pour refuser des événements caritatifs qu'elle jugeait indignes d'elle. Poli, prudemment neutre, empoisonné. Nous aimerions beaucoup le rencontrer, a-t-elle dit. Super. Je vais organiser ça. J'ai raccroché. Maxime était dans la cuisine en train de faire des œufs. Il n'a pas levé les yeux. Ils veulent te rencontrer, ai-je dit. J'ai entendu. Ça ira. Il a mis les œufs dans une assiette et m'a tendu une fourchette. Ça n'ira pas, Héloïse, mais on le fera quand même. Le 18 mai 2025, 19h. La maison de mes parents à Villenoy-sur-Rive, sur le chemin des Peupliers. Un pavillon restauré, des œuvres d'art modernes sur les murs. Le genre d'endroit qui sent l'argent ancien et les attentes plus anciennes. Maxime est arrivé à l'heure. Il avait apporté du vin, une bouteille modeste, rien de cher. Il était habillé au mieux, ce qui n'était clairement pas encore assez cher. J'ai vu les yeux de ma mère glisser vers ses chaussures. Usées, pas de marque. Mon père lui a serré la main fermement et l'a jaugé du regard. Héloïse nous dit que vous travaillez à la sécurité de l'hôpital. Oui, monsieur. Opération et protocole de sécurité. Et votre formation? Bourse d'études à l'université de Bordeaux. Ma mère a souri. Ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Le dîner fut misérable. Mes parents parlaient de titularisation, de publication, et de plans de congés sabbatiques en Provence.
Maxime écoutait. Il n'a pas essayé de les impressionner. Il répondait poliment aux questions. Il ne jouait pas à leur jeu. À mi-chemin du dîner, notre voisine, professeure Adèle Lambert, a évoqué les problèmes de santé de son fils. Vertige, problème d'équilibre, 3 médecins, aucune réponse. Maxime a posé sa fourchette. On dirait une névrite vestibulaire, pas un vertige. A-t-il vu un ORL? La table est devenue silencieuse. Comment savez-vous cela? Demanda ma mère. Je travaille dans un hôpital. Vous avez appris des choses. Il n'a pas expliqué davantage. Il est retourné à son repas. Ma mère l'a fixé pendant 3 secondes, puis a changé de sujet. Le dîner s'est terminé à 21h30. Nous sommes rentrés en silence. Je sentais le poids de ce qui venait de se passer peser sur nous deux. À 22h43, mon téléphone s'est allumé. Maman, nous devons parler de ton avenir. Rappelle-moi quand tu auras un moment. C'est important. Maxime a tendu la main et a tenu la mienne. Il n'a pas dit que tout irait bien. Il savait que non. Le 3 juin, la lettre de mon père est arrivée, 4 pages, dactylographiée à interligne simple sur papier en tête du département d'économie de l'université de Bordeaux. Je l'ai lu 2 fois avant de pouvoir respirer. Nous vous avons élevés pour valoriser l'éducation, le discours et le partenariat intellectuel. Nous craignons qu'un mariage construit sur des fondations aussi désespérées ne résiste pas aux défis du temps. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de compatibilité des parcours de vie. Maxime semble être un homme gentil, mais la gentillesse seule ne peut combler le fossé entre votre monde et le sien. Nous disons cela parce que nous vous aimons et souhaitons que vous ayez un partenaire qui puisse vous rejoindre là où vous êtes, intellectuellement, socialement, professionnellement. Veuillez reconsidérer cette voie avant qu'il ne devienne trop difficile de faire demi-tour. Le mot désespéré apparaissait 3 fois. J'ai appelé Maxime. Il était au travail. J'entendais les sons d'un hôpital en arrière-plan. Moniteur qui bip, voix lointaine. Mon père m'a envoyé une lettre. Qu'a-t-elle dit? Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Veux-tu m'épouser? A-t-il demandé quand j'ai fini. Oui. Alors, nous nous marions. C'était tout. Pas de colère, pas de défensive, juste une certitude tranquille. Je l'ai aimé plus à cet instant que jamais auparavant. Le 10 juin, ma mère m'a invité à prendre un café. Café Le Phénix, place de la mairie, 15h. Je me suis présenté en pensant que nous allions discuter, peut-être nous disputer, peut-être trouver un terrain d'entente. Elle avait amené quelqu'un. Héloïse, voici le docteur Thierry Girard. Sa mère et moi siégeons au même conseil d'administration. Thierry, voici ma fille. Thierry s'est levé et a souri. Stylo plume clipsé à sa ceinture comme un trophée. Chirurgien pédiatrique, diplômé d'une grande école, tout. Été à Biarritz, pédigré parfait. Je me suis assise parce que partir immédiatement me paraissait trop dramatique. J'ai tenu 11 minutes. La famille de Thierry possède une maison à Saint-Malo. Ma mère a dit, vous auriez tant de choses en commun. Je suis fiancé, maman. Je ne suis pas encore marié. Je me suis levé, laissé mon café intact, et je suis parti. Ma mère ne m'a pas suivi. C'est là que j'ai su qu'il n'allait pas s'arrêter. Le chat de groupe familial a explosé. 23 messages non lus quand je l'ai consulté ce soir-là. Tante Patricia, quelqu'un n'a-t-il réellement rencontré cet homme? Cousin Émilien, j'ai entendu dire qu'il faisait des gardes de nuit comme agent de sécurité. Oncle Doublon, eh bien, Héloïse a toujours été indépendante. Mon frère, je l'appelle Adrien, n'a rien écrit dans le chat. Il a posté sur Instagram à la place. Une photo d'un coucher de soleil avec la légende, parfois, il faut juste regarder les gens faire leurs propres erreurs. 340 j'aime. Commentaire de la famille, des amis. J'ai quitté le chat de groupe. Ma mère m'a rajouté. J'ai quitté à nouveau. Maxime est rentré à 2h14 du matin. Son téléphone avait sonné exactement à 7h. Je m'étais réveillé en l'entendant répondre. Sa voix changeait lorsqu'il prenait ses appels. Nerveuse, concentrée, tout business. Combien de temps? Bien, intubé.
Si la saturation tombe sous 88, j'arrive dans 12 minutes. Il était habillé et sorti en moins de 3 minutes. J'ai entendu la voiture démarrer. Il est revenu 6 heures plus tard, épuisé. Il y avait du sang sur le revers de sa chemise, juste une petite tache, à peine visible. Il m'a vu regarder. Mauvaise nuit, dit-il. Je n'ai pas demandé, mais je me suis interrogé. Les agents de sécurité n'ont généralement pas de sang sur leur revers. Les agents de sécurité ne donnent pas d'ordre d'intubation. J'ai repoussé l'idée. Le 22 juillet, j'ai récupéré Maxime à l'hôpital une fois, à 18h15. Il se tenait dehors, à l'entrée principale, en tenue de bloc opératoire, Scrubs. J'avais toujours supposé que la sécurité hospitalière portait parfois des Scrubs. Cela me semblait normal. Une infirmière est passée, l'a vu, et s'est arrêtée. Docteur, la famille dans la chambre 3 veut vous remercier avant de partir. Dites-leur que je passerai. Elle a hoché la tête et est partie. Je l'ai fixée. Cette infirmière vous a appelé docteur. Elle est nouvelle. Elle a probablement confondu avec le système de badge. Son identification d'hôpital était retournée sur sa ceinture. Je ne pouvais pas voir ce qui était écrit. J'ai failli insister, presque lui demander directement. Puis j'ai vu à quel point il était fatigué. Les cernes sous ses yeux. Le genre d'épuisement qui vous ronge jusqu'à l'os. J'ai laissé tomber. J'aurais aimé demander maintenant. Le 12 août 2025. J'ai envoyé 68 invitations du côté de ma famille. De magnifiques cartes crème, adresses calligraphiées. Chaque carte coûtait 4 € à imprimer. Je les ai adressées à la main. Parents, frères, tantes, oncles, cousins, la faculté de ma mère, des amis, les collègues du département de mon père, et des amis de la famille que je connaissais depuis l'enfance. Date limite de réponse, le 28 août. Maxime m'a regardé sceller les enveloppes. Vous n'êtes pas obligé de les inviter, dit-il. C'est ma famille. D'accord. Il n'a pas discuté, mais je l'ai vu dans ses yeux. Il savait ce qui s'en venait. Le 20 août, 15h22. Ma mère a envoyé un email. Je n'étais pas sur la liste des destinataires. Elle ne m'a pas mise en copie. Je l'ai su parce que ma cousine Emilien me l'a transféré 2 heures plus tard avec le message « Sérieux, c'est vrai ? Nous ne pouvons, en bonne conscience, y assister. Chère famille et amis, après mûre et douloureuse délibération, nous devons vous informer que nous n'assisterons pas au mariage d'Héloïse le 14 septembre. Nous aimons profondément notre fille, mais nous ne pouvons, en bonne conscience, soutenir un mariage qui représente un écart si important par rapport aux valeurs et aux attentes de notre famille. Nous espérons que vous comprendrez et respecterez notre décision. Avec regret, Catherine et Laurent Moreau. 6 juin, une photo de famille de Noël dernier, avant Maxime. Je n'y étais pas. J'avais sauté Noël cette année-là. J'ai lu l'email 4 fois. Puis j'ai appelé le traiteur. Je dois annuler 68 couverts. Elle a marqué une pause. 68 ? Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Je suis tellement désolé, dit-elle doucement. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse d'une inconnue. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes après avoir raccroché. Le 28 août, date limite de réponse. 0 réponse de mon côté. Pas une seule. Certaines personnes avaient ouvert l'invitation. Je pouvais voir les accusés de lecture sur les emails. Elles n'ont juste jamais répondu. D'autres ne l'ont jamais ouverte du tout. Mon frère n'a pas retourné son invitation. Il n'a pas écrit. Il n'a pas appelé. Rien. Le 3 septembre, j'ai rencontré la coordinatrice du lieu au centre d'horticulture du parc de la Tête d'Or. Nous devons changer la disposition des sièges, dis-je. Elle a ouvert le plan de salle. La capacité est de 150. Nous avions prévu 82 pour le côté de Maxime et 68 pour le vôtre. Combien de sièges devons-nous retirer de votre côté, demanda-t-elle doucement. Tous. Laissez les chaises. Laissez-les simplement vides. Elle m'a regardé. Nous pourrions déplacer les invités de Maxime pour que ce soit plus équilibré. Non, laissez le côté gauche exactement comme il est. 34 chaises vides. Je veux le voir.
Elle m'a regardé comme si je me punissais. Peut-être que c'était le cas, mais je voulais que la vérité soit visible. Le 13 septembre 2025. La veille de mon mariage. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de ma mère. Pas de SMS de mon père. Le compte Instagram de mon frère était plein de ses publications habituelles. Photos de gym, nourriture, coucher de soleil, rien sur moi, rien sur demain. Maxime est rentré d'un service de nuit à 23h47. Il m'a trouvé sur le canapé fixant mon téléphone. Il s'est assis à côté de moi et n'a rien dit, a seulement pris ma main. Nous pouvons annuler, dit-il enfin. Nous pouvons aller à la mairie lundi. Juste nous. Non, je veux le mariage. Je veux qu'ils sachent ce qu'ils ont choisi. Il m'a embrassé sur le front. D'accord, alors nous faisons ça à ta façon. À 23h43, mon téléphone a sonné. Maman, ai-je répondu. Héloïse, il n'est pas trop tard pour annuler. Réfléchis à ce que tu fais à cette famille. Ne nous fais pas cet affront. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai joué le message 3 fois avant d'accepter. Elle ne viendrait vraiment pas. Le 14 septembre 2025, 16h. J'étais seul dans la suite nuptiale. Pas de mère pour m'aider avec ma robe. Pas de demoiselle d'honneur de mon côté. La coordinatrice du lieu, Sarah, m'a aidé à fermer le zip. Vous êtes magnifique, dit-elle. Merci. J'ai regardé dans le miroir. Robe blanche, la fée marabouter. 1200 €. Mes cheveux avaient été coiffés par une styliste qui est restée silencieuse parce qu'elle sentait que je ne voulais pas parler. Je me suis maquillé moi-même parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas pleurer si quelqu'un d'autre s'en chargeait. J'étais belle. J'étais seule. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. 0 message. Je l'ai éteint. 16h02. Les portes se sont ouvertes. Le quatuor à cordes a commencé à jouer. Canon en ré. La chanson que j'avais choisie 6 mois plus tôt, quand je croyais encore que mon père m'accompagnerait dans l'allée. Je me suis tenu au seuil et j'ai regardé dehors. Côté gauche, 34 chaises vides. 34 programmes intacts sur les sièges. 34 marque-places aux tables de réception qui ne seraient jamais utilisées. Côté droit, les gens de Maxime debout, souriant. 82 personnes qui l'aimaient. Ses parents au premier rang, classe ouvrière, chaleureux, présents. Sa mère pleurait déjà. Maxime se tenait à l'autel dans un costume bleu marine. Il m'a vu. Son visage a changé. Il a murmuré quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je savais ce qu'il avait dit. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai commencé à marcher. 27 mètres. Pas de père, pas de frère. Personne pour me tenir le bras et me dire que je faisais le bon choix. Juste moi. Des escarpins blancs qui me faisaient mal aux pieds. Un bouquet que je tenais trop fort. Étage 34 chaises vides me regardant comme des témoins. Chaque pas me semblait être une décision. Chaque chaise vide était un choix qu'ils avaient fait. J'ai continué à marcher. Maxime a pris mes mains quand je suis arrivé jusqu'à lui. Elles tremblaient. Les nôtres. La révérende Patricia Duval, que Maxime connaissait par son travail communautaire, a commencé la cérémonie. Nous avions écrit nos propres vœux. Maxime a parlé en premier. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Je n'ai pas grand-chose, dit-il. Mais ce que j'ai est à toi. Mon temps, mes mains, ma vie. Je te vois, Héloïse. Je t'ai toujours vue. Je pleurais trop fort pour m'arrêter. Puis ce fut mon tour. Tu es assez, ai-je murmuré. Tu as toujours été assez, et je te choisis aujourd'hui et chaque jour après. L'officiante a souri à travers ses propres larmes. Vous pouvez embrasser la mariée. Maxime a doucement encadré mon visage et m'a embrassé comme si nous n'étions pas dans une salle avec 34 chaises vides, comme si nous n'étions que nous deux. Pendant un moment parfait, le vide n'avait pas d'importance. La réception a commencé à 16h35. Même lieu, pièces différentes. Table 3, côté gauche, premier rang. 8 couverts. Marque-place calligraphiée.
Catherine, Laurent, Adrien, tante Patricia, oncle Doublon, cousin Émilien, la meilleure amie de ma mère, Hélène, le collègue de mon père, professeur Lambert. 8 sièges vides, des couverts parfaits, des fleurs, des coupes de champagne qui ne seraient jamais touchées, des assiettes qui ne contiendraient jamais de nourriture. La famille de Maxime a essayé de combler l'espace avec chaleur. Sa mère, Diane, m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. « Tu es notre fille maintenant, dit-elle. Tu as toujours été assez pour nous. » J'ai souri, puis j'ai regardé la table 3. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Toutes les heures, je regardais cette table vide 2 fois. C'était une plaie qui ne se refermait pas. 18h33, première danse. Can't help falling in love. 3 minutes et 2 secondes. Maxime m'a tenu. Nous nous sommes balancés. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien. Je pensais qu'il viendrait, ai-je murmuré. Je sais, chérie. Je sais. Nous avons dansé. La table vide regardait. La chanson s'est terminée. Nous avons continué à nous balancer pendant 5 secondes de plus. C'est ça, ai-je pensé. C'est le reste de notre vie. Juste nous. J'avais fait la paix avec ça. Ou du moins, je le pensais. 19h23. Le dessert était servi. Le gâteau avait été coupé. Maxime parlait à son oncle près de la table 8 quand j'ai entendu quelqu'un crier. « Richard, Richard, que quelqu'un n'aide !» Je me suis retourné. Un homme, peut-être 62 ans, un des anciens patients de Maxime, s'était effondré près du stand de dessert. Sa femme était à genoux à côté de lui, secouant son épaule. Tout le monde s'est figé. « Appelez le 15 » a crié quelqu'un. Maxime était déjà en mouvement. Il a traversé la pièce en quelques secondes et s'est agenouillé à côté de l'homme. Toute sa posture a changé. Il est passé de convive à quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Quelqu'un appelle le 15 » dit-il. Sa voix a percé le bruit. Dites-leur homme de 62 ans, possible infarctus du myocarde, réception de mariage au centre d'horticulture. Il a vérifié le pouls de l'homme, puis ses voies respiratoires. Ses mains bougeaient avec une précision totale. Une femme a couru, une des invitées de Maxime, quelqu'un qu'on m'avait présenté plus tôt, mais que je ne pouvais pas me rappeler. Elle était en robe et talons, mais elle bougeait comme si elle savait exactement quoi faire. « Docteur Girard, j'ai un DAE dans ma voiture. » Elle courait déjà pour le chercher. Un autre homme est apparu, plus âgé et calme. « Maxime, tu veux que je fasse les compressions ? Va chercher ma trousse médicale à l'arrière de ma voiture et commence l'oxygène si tu en as. » Ils se déplaçaient comme une équipe, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois. Je suis resté là, figé. Docteur Girard. La femme est revenue avec le DAE. Docteur Girard, il est prêt. Maxime n'a pas levé les yeux. Bien. Charge à 200. Quelqu'un commence les compressions. 2 pouces de profondeur, 100 par minute. Alterner toutes les 2 minutes. Les SAMU sont arrivés. Ils ont vu Maxime. La reconnaissance a traversé leur visage. Docteur Girard, nous prenons le relais, monsieur. Nous le transportons à Pitié-Salpêtrière. Maxime s'est levé. Sa posture était professionnelle. Les mains le long du corps, son visage complètement calme, sans aucune panique. C'était quelqu'un qui avait fait cela souvent. Une femme près de moi filmait avec son téléphone. Je ne l'ai pas remarqué sur le coup. J'étais trop occupé à fixer Maxime comme si je ne l'avais jamais vu auparavant, parce que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas l'homme qui faisait des œufs dans notre cuisine. Ce n'était pas l'homme qui s'endormait en lisant des revues de chirurgie traumatologique. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tout le monde dans la salle semblait connaître sauf moi. Les ambulanciers ont chargé l'homme sur une civière. Maxime est monté avec eux jusqu'à l'hôpital. 15 minutes plus tard, il est revenu à 20h10. J'étais debout près de notre table en attendant. « Est-ce qu'il va bien ?» ai-je demandé. « Il va s'en sortir. Procédure de stent ce soir. Rétablissement complet attendu. » Je l'ai fixé. Vraiment. Puis je l'ai regardé à nouveau.
Tout le monde ne cesse de vous appeler docteur. Maxime m'a regardé, un long silence. Je suis médecin. Vous avez dit que vous travaillez à la sécurité. Je le fais. Système de sécurité hospitalière, protocole de sûreté. Je supervise les opérations. Il a marqué une pause. Mais je suis aussi chirurgien traumatologue, chef du service traumatologie à AP-HP, Assistance publique Hôpitaux de Paris. Les mots n'avaient pas de sens. Je les entendais. Je comprenais chacun séparément, mais ensemble, ils sonnaient impossibles. Vous êtes quoi? Chirurgien traumatologue. Chef de service. Depuis combien de temps? 6 ans comme chef, 12 ans au total à AP-HP. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Il m'a regardé comme si la réponse aurait dû être évidente. Parce que vous n'aviez jamais eu besoin que je sois plus que ce que j'étais. Je ne savais que dire. Nous sommes restés là tandis que la réception continuait autour de nous, et j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Ou peut-être que je le connaissais. Peut-être que je connaissais les parties qui comptaient. Mais ceci était quelque chose d'autre. Nous parlerons plus tard, dit-il doucement. Pour l'instant, nous avons un mariage à terminer. Il a pris ma main et m'a ramené sur la piste de danse. J'ai suivi, car que pouvais-je faire d'autre? Nous sommes partis à 23 heures, épuisés et submergés. Nous n'avons pas vérifié nos téléphones. Nous sommes juste rentrés, nous sommes tombés dans le lit, et avons dormi. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait en ligne. Ambre Leroy, la fille de l'homme qui s'était effondré, a publié la vidéo à 20h04. 10 secondes d'image de téléphone tremblante et verticale. Maxime à genoux, l'infirmière courant avec le DAE. Docteur Girard, l'autre médecin demandant l'intubation. Maxime donnant des ordres avec une autorité totale. Les ambulanciers arrivant et se soumettant à lui. Docteur Girard, nous prenons le relais, monsieur. Légende, OMG, le marié à ce mariage vient de sauver mon père, et tout le monde l'appelle Docteur Girard. Héros du mariage, Docteur Maxime Chevalier, nouveau nom pour la viralité. À 21h, 30 200 vues. À 22h, 62 000. À minuit, 340 000. À 6h42 le lendemain matin, quand je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant sans arrêt, il avait 2,8 millions de vues. Le 15 septembre, je me suis réveillé avec 47 appels manqués. Des amis avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Des connaissances de l'université, des numéros masqués, des numéros inconnus. J'ai ouvert TikTok. La vidéo était partout, pas seulement la publication originale d'Ambre. Repostage, partage, stitch, vidéo de réaction, commentaires inondant les fils. Attendez, c'est le docteur Maxime Chevalier de AP-HP. C'est une légende en chirurgie traumatologique. Il a fait opérer ma sœur en urgence en 2021. Il lui a sauvé la vie. Meilleur chirurgien de la côte atlantique. Le protocole Chevalier est enseigné en faculté de médecine maintenant. Cet homme est brillant. J'ai continué à faire défiler. Des centaines de commentaires puis des milliers. Twitter était pire. Docteur Chevalier était en tendance. 3e à Paris. J'ai réveillé Maxime. Maxime, Maxime, réveille-toi. C'est partout. La vidéo est partout. Il s'est assis, a regardé mon téléphone, puis le sien. Son visage est devenu pâle. Oh non. À 10h22, l'AP-HP avait publié un communiqué, le docteur Maxime Chevalier est chef de la chirurgie traumatologique et directeur médical du réseau de traumatologie de Paris depuis 2019. Ses contributions à la médecine d'urgence, y compris le protocole Chevalier pour l'évaluation multitraumatique, ont sauvé d'innombrables vies. Nous sommes fiers de l'avoir comme membre de la famille AP-HP. Le communiqué a été repris par Le Monde, France Info, et la chaîne locale TF1. Le Twitter médical l'a amplifié. Des internes qui avaient formé sous Maxime, des infirmières qui avaient travaillé avec lui, des médecins collaborateurs qui avaient collaboré avec lui, ont tous commencé à partager. À 14h, docteur Maxime Chevalier était en tendance nationale. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai éteint. Les commentaires continuaient d'affluer. J'ai fait l'erreur de les lire.
Le docteur Chevalier a sauvé ma fille après une chute de 4 étages en 2023. Nous lui devons tout. J'étais interne en traumatologie sous le docteur Chevalier. C'est le meilleur enseignant et chirurgien que j'ai jamais connu. Mon frère a fait 2 arrêts cardiaques pendant l'opération. Le docteur Chevalier l'a ramené à la vie les 2 fois. Mon frère a eu 30 ans le mois dernier. Il est en vie grâce à cet homme. Plus de 400 témoignages de patients dans les premières 24 heures. Un fil de discussion sur Reddit dans Air Paris avec plus de 3200 votes positifs, plus de 18 000 partages Facebook. J'étais assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré. Je n'en savais rien. Je n'avais aucune idée de qui j'avais épousé. Ou peut-être que je le savais. Peut-être que j'ai su tout le temps et que je n'avais juste jamais eu les mots pour le dire. Ma mère a commencé à appeler à 13h. 11 appels entre 13h et 16h30. Mon père a envoyé un email à 14h47. Objet, sujet familial urgent. Je ne l'ai pas ouvert. Mon frère a envoyé un DM Instagram à 15h15. Héloïse, je ne savais pas. Je le jure, je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Je l'ai lu. Je n'ai répondu à rien. Le 16 septembre, le monde de ma mère a commencé à s'effondrer. Les collègues de la faculté ont commencé à poser des questions. Catherine, j'ai vu une vidéo. C'est le mari d'Héloïse? Le chirurgien traumatologue. Au salon du département d'économie de l'université, les gens chuchotaient. Je n'avais aucune idée que votre gendre était Maxime Chevalier. Il a parlé à notre symposium d'éthique médicale l'an dernier. Homme brillant. Lors d'une réunion privée du conseil d'administration de l'école, ma mère est entrée et la salle est devenue silencieuse. Tout le monde avait vu la vidéo. Au tennis du country club, ses partenaires habituels ont commencé à poser des questions pointues. Le monde soigneusement construit qu'elle avait créé, bâti sur les apparences, les connexions et le statut, s'effondrait, et tout le monde regardait. Le 17 septembre, 9h22. Quelqu'un a fait fuiter l'email de ma mère. Un cousin éloigné, peut-être la fille de la tante Patricia, quelqu'un avec une conscience coupable. La capture d'écran a été publiée sur Twitter. Texte intégral visible. Objet, signature, horodatage. Nous ne pouvons, en bonne conscience, y assister. 68 000 retweets à la fin de la journée. Les commentaires étaient impitoyables. Imaginez boycotter le mariage de votre fille parce que son mari sauve des vies pour gagner sa vie. Cet email va les suivre longtemps. Ils ont qualifié un chirurgien traumatologue d'écart par rapport aux valeurs familiales. L'ironie était claire. BuzzFeed a écrit un article. HuffPost aussi. Les actualités locales s'en sont emparées. Internet a trouvé le profil LinkedIn de ma mère. Les commentaires ont commencé à arriver. Je n'avais besoin de rien faire. La vérité parlait d'elle-même. Du 18 au 25 septembre, Maxime et moi sommes allés dans les Alpes, un chalet sans réseau téléphonique, un poêle à bois, des sentiers de randonnée, le calme. Nous avons parlé. Vraiment parlé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé le 3e jour. Nous étions assis sur le porche. Il avait du café. J'avais du thé. Les bois étaient silencieux. Parce que tu me voyais, dit-il. Tu me voyais vraiment. Pas les diplômes, pas le titre, pas ce que je pouvais faire ou ce que j'avais accompli. Juste moi. Et je ne voulais pas perdre ça. Vous ne l'auriez pas perdu. Peut-être, mais j'ai passé toute ma vie d'adulte à être docteur Chevalier, chef de la traumatologie, le chirurgien qui a créé le protocole Chevalier, la personne que tout le monde appelle quand les choses tournent mal. C'est un travail important, essentiel, mais c'est aussi épuisant d'être cette personne tout le temps. Il m'a regardé. Tu m'as rencontré dans une salle d'attente d'hôpital à 2h du matin. Je portais un uniforme de sécurité. Je t'ai apporté un sandwich et tu m'as parlé comme si j'étais juste une personne. Aucune attente, aucune supposition. Juste quelqu'un qui travaillait la nuit. Vous ne m'avez pas dit la vérité. Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas corrigé tes suppositions. Et oui, c'était mal. Je le sais. Mais Héloïse, pour la première fois de ma vie d'adulte, quelqu'un m'a aimé pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire. Je voulais m'accrocher à ça, même si c'était égoïste.
Je suis restée silencieuse longtemps. Je suis toujours en colère, ai-je dit finalement. Je sais, mais je comprends. Il a tendu la main vers la mienne. Nous sommes restés assis là jusqu'au coucher du soleil. Le 24 septembre, nous sommes retournés à Paris. J'ai allumé mon téléphone. 340 appels manqués. Je l'ai éteint à nouveau. Octobre est passé vite. La vidéo virale s'est lentement estompée. De nouvelles histoires l'ont remplacée. Internet est passé à autre chose. Mais les conséquences pour ma famille, elles, n'ont pas disparu. Les rôles de ma mère dans les conseils d'administration caritatifs sont devenus inconfortables. Les gens questionnaient son jugement et ses valeurs. Les collègues de mon père ne disaient rien directement, mais les commentaires discrets continuaient. Mon frère est resté distant. Ils ont essayé de reprendre contact. Email, appel, lettres. Je n'ai répondu à rien. Maxime est retourné au travail. 80 heures par semaine, chirurgie de traumatologie, formation des internes, gestion du réseau de traumatologie. Je suis retourné travailler aussi. Mes collègues avaient vu la vidéo. Ils ne savaient pas quoi dire, alors ils n'ont rien dit. La vie a continué, mais quelque chose avait changé. Je ne pouvais pas revenir à ce qu'il y avait avant. Avant de savoir qui était vraiment Maxime, avant que ma famille ne me montre qui elle était vraiment. Tout était différent maintenant. Le 8 novembre 2025. 19h12. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre. Ma main a plané au-dessus du bouton de refus. J'ai répondu, Héloïse. Sa voix tremblait. C'est ton père. Il s'est effondré lors d'un événement de la faculté. Il l'emmène à l'hôpital Ambroise Paré. C'est son cœur. Héloïse, s'il te plaît, viens. J'ai besoin de toi. Elle pleurait. J'ai regardé Maxime. Il ramassait déjà ses clés. Allons-y. Nous sommes arrivés à 20h20. Salle d'attente des urgences de l'hôpital Ambroise Paré. Ma mère était là, toujours dans son manteau en cachemire de l'événement. Son maquillage coulait. Ses mains tremblaient. Elle m'a vu et s'est effondrée. Héloïse, je te déteste. Je sais que ce que nous avons fait était. Maman, pas maintenant. Où est-il? Nous nous sommes assis et avons attendu. D'autres collègues de la faculté étaient là. Ils m'ont reconnu, puis ont détourné le regard. Ma mère et moi n'avons pas parlé. À 21h15, une infirmière est sortie. Madame Moreau, votre mari est au bloc opératoire. Le docteur Chevalier opère. Le visage de ma mère est devenu pâle. Maxime. L'infirmière a hoché la tête. Oui, le docteur Chevalier est chef de la chirurgie cardio-thoracique de garde ce soir. Votre mari est entre de bonnes mains. Ma mère s'est affalée sur une chaise. Je me suis assise en face d'elle. Nous sommes restés silencieuses pendant 90 minutes. Finalement, elle a murmuré, l'homme que nous. Oh mon Dieu. Héloïse, qu'avons-nous fait? 23h47. Les portes du bloc se sont ouvertes. Maxime est sorti, toujours en scrubs, fatigué mais composé. Madame Moreau, Héloïse, votre mari est stable. Nous avons pratiqué un pontage coronarien d'urgence. Il va aller bien. Ma mère s'est levée, des larmes coulant. Vous l'avez sauvé. Nous avons fait notre travail. Il aura besoin de rééducation cardiaque et de changement de mode de vie, mais les perspectives sont bonnes. Maxime, sa voix s'est brisée. Après tout ce que nous vous avons fait, après ce que nous avons dit, et vous avez quand même. Madame Moreau, je suis médecin. J'ai prêté serment. Je ne choisis pas qui mérite des soins. Il l'a dit calmement, mais fermement. Ma mère s'est remise à pleurer. Maxime m'a regardé. J'ai vu l'épuisement dans ses yeux et quelque chose d'autre. De la tristesse, pas pour lui-même, mais pour moi. Le 9 novembre, 1h08. Mon père s'est réveillé en USI, chambre 4. L'infirmière lui a dit ce qui s'était passé, qu'il avait sauvé. Il a demandé à voir Maxime. Maxime est venu brièvement entre deux séries de visites, 6 minutes. J'ai eu tort, dit mon père.
Sa voix était faible. Des machines bipaient autour de lui. Complètement tort. Je ne sais pas comment. Monsieur Moreau, concentrez-vous sur votre rétablissement. Nous pourrons discuter du reste plus tard. J'ai appelé sa personne. Oui, vous l'avez fait. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Je ne mérite pas votre pardon. Non, vous ne le méritez pas. Mais c'est entre vous et votre fille. Mon travail était de vous garder en vie. Je l'ai fait. Maxime est parti. Mon père fixait le plafond. Il se rétablirait, mais il porterait cela avec lui. Novembre et décembre. Ils ont essayé de renouer le contact. Tous. 8 emails de ma mère. 3 lettres manuscrites. 12 messages vocaux de mon père après sa sortie. Mon frère a envoyé un SMS le 15 novembre, « Tu me manques ». La lettre d'excuse de 5 pages de ma mère est arrivée le 20 novembre. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer notre honte. Nous avons jugé un homme sur son titre de poste et avons complètement manqué son caractère. Nous avons abandonné notre fille le jour le plus important de sa vie. Nous devons vivre avec cela, mais si vous êtes disposés, nous aimerions essayer de reconstruire lentement, selon vos conditions. J'ai tout lu. Je n'ai répondu à rien pendant 5 semaines. Le 12 décembre, j'ai envoyé un SMS à ma mère. Café lundi, juste toi et moi. Le 18 décembre, 14h30. Le Phoenix Brasserie. Terrain neutre. Ma mère a commandé un thé. Elle n'y a pas touché. J'ai commandé un café, bu la moitié, 32 minutes. Elle s'est excusée. Elle a pleuré. Elle n'a pas cherché d'excuses. Pour une fois dans sa vie, elle n'a pas essayé de justifier. J'ai écouté. Puis j'ai fixé mes conditions. Pas de relation normale. Pas encore. Peut-être jamais. Pas de vacances ensemble. Pas de conseils non sollicités sur ma vie. Pas d'attente que nous dépassions cela. Et vous respecterez toujours Maxime. Ce sont les conditions. Elle a hoché la tête. Je comprends. Elle n'a rien demandé de plus. C'était la première chose qu'elle faisait de bien depuis des mois. Le 25 décembre, Noël. Mes parents nous ont invités. Grand dîner de famille. Tout le monde serait là. J'ai refusé. Nous avons passé Noël avec la famille de Maxime. Maison mitoyenne du sud de Paris. 14 personnes dans une petite maison. La mère de Maxime avait fait trop de lasagne. Son père regardait le football. Leur chien Chester volait de la nourriture sur le comptoir. C'était bruyant, chaotique, chaleureux. Cela ressemblait à un foyer. Mon téléphone a vibré à 18h. Maman, joyeux Noël. Vous nous manquez. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le 31 décembre 2025. Maxime et moi sommes restés à la maison, au calme. Champagne. Nous avons parlé de l'année, de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui avait changé. Penses-tu que je devrais leur pardonner, ai-je demandé. Je pense que tu devrais faire ce qui t'aide à dormir la nuit. Nous avons regardé les feux d'artifice depuis notre fenêtre. La ligne d'horizon de Paris s'est illuminée. Nouvelle année, nouvelle limite, nouvelle vie. L'horloge a sonné minuit. J'ai embrassé Maxime. J'ai choisi ça tous les jours. J'ai choisi ça. Les gens me demandaient si je pardonnais ma famille. Je ne l'ai pas fait, mais je n'en avais pas besoin. Le pardon n'est pas requis pour la paix. Les limites le sont. Ma famille a fait son choix. Ils ont choisi le statut plutôt que le caractère, les apparences plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que leur propre fille. J'ai fait le mien. Et l'homme qu'ils appelaient personne. Le Samu dont ils avaient honte. Il était tout. Il m'a vu quand je n'avais rien à prouver. Il m'a aimé quand j'étais juste Héloïse. Pas Héloïse de la bonne famille avec les bons diplômes. Il a sauvé la vie de mon père après que mon père ait passé des mois à essayer de nous séparer. Voilà qui est Maxime Chevalier. Pas chef de la chirurgie traumatologique. Pas le docteur qui a créé le protocole Chevalier. Pas le chirurgien qui a sauvé des milliers de vies. Juste Maxime.
L'homme qui m'a apporté un sandwich à 2 heures du matin. L'homme qui m'a tenu la main quand ma famille est partie. L'homme vers qui j'ai marché dans cette allée de 27 mètres. Devant 34 chaises vides. Choisissant l'amour au-dessus de tout. J'ai appris quelque chose cette année-là. Certaines blessures ne guérissent pas. D'autres oui. Certaines laissent des cicatrices. Et c'est normal. J'ai choisi l'homme qui a vu ma valeur avant que le monde ne la reconnaisse. C'était suffisant.